Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Informatio. Aujourd'hui, je vais parler d'un gros morceau, un livre qui s'appelle La crise du monde moderne de René Guénon. Et il est temps que je vous parle de ce livre parce qu'il avait attiré mon attention vers un nouvel univers et qu'il donne un cadre d'interprétation passionnant à la direction que nous prenons dans l'histoire. Effectivement, on peut voir une tendance croissante à la décomposition intellectuelle, sociale, la perte de repères, de sens, et à toutes sortes de plus en plus de réactions négatives à cette époque. Mais tout ça ne date pas d'hier en fait et se trouve analysé dans la crise du monde moderne. C'est un livre qui permet de comprendre notamment que même si on peut atteindre toutes sortes de conclusions par des analyses politiques, sociologiques ou scientifiques, arriver à un certain point on tourne en rond si on ne développe pas une compréhension plus profonde de ce qui meut et caractérise l'humanité en cherchant des solutions à un niveau causal bien plus élevé, soit dans le domaine de la métaphysique ou des doctrines sacrées, ce que fait René Guénon. Écrit en 1927, les propos de ce livre sont toujours aussi pertinents et n'ont fait que se vérifier, puisqu'après tout, ils concernent en fait une vaste période historique de l'Occident. René Guénon, pour faire une petite biographie rapide, est né en 1886. Il étudie les mathématiques et s'intéresse à l'occultisme, qui ne manque pas de fleurir à son époque. Il passe par la maçonnerie, puis se fait plus tard initier au soufisme. Il passe sa vie à écrire sur des sujets métaphysiques et ésotériques et finira sa vie au Caire. Il voue ses écrits à la critique principalement de la modernité et aspire à la restauration de ce qu'il nomme la tradition. Donc j'ai essayé de réorganiser dans ce compte-rendu les thèmes abordés dans le livre qui ont parfois tendance à s'entrecroiser d'un chapitre à l'autre. Je vous mets en garde de ne pas confondre la pensée de l'auteur avec la mienne. Tout ce que je dis ici n'est que ce que j'ai compris de cette lecture et plus clairement énoncé dans le livre. De plus, j'ai aussi cherché à y associer des données complémentaires en plus de mon opinion personnelle. Donc à l'écran, il y a les différentes sections qui seront abordées d'afficher pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. Et pour commencer la lecture, il faut d'abord comprendre ce que l'auteur appelle la tradition. Dans sa conclusion, M. Guénon exprime ce qui a motivé cet ouvrage. Nous avons voulu surtout montrer ici comment l'application des données traditionnelles permet de résoudre les questions qui se posent actuellement de la façon la plus immédiate, d'expliquer l'état présent de l'humanité terrestre. La première chose qu'on doit essayer de comprendre, c'est donc ce que M. Guénon nomme la tradition et qui a donné naissance au courant de pensée dit traditionnaliste ou aussi appelé pérennialiste. Le mot en lui-même signifie la transmission de quelque chose, et on parle ici de la transmission d'un enseignement, d'une connaissance. La tradition aurait selon lui une origine unique, extrêmement lointaine, c'est l'idée de la tradition primordiale. Pour la décrire, il nous dit « c'est le noyau originaire de toutes les métaphysiques, mythologies, religions de toutes les civilisations ». On peut donc penser qu'elle représente la somme des connaissances les plus anciennes et les plus essentielles que l'humanité possède sur son existence et celle de la création. De cette tradition immémoriale, il ne nous reste que des vestiges à travers une multitude de doctrines généralement ésotériques qui n'ont de différence ou désaccord qu'en surface seulement. Nous pouvons voir son héritage, entre autres, dans le taoïsme, l'alchimie, l'hermétisme, le soufisme, le yoga et toutes sortes de systèmes ayant pris racine dans différentes civilisations. Comme dit dans le livre, la connaissance des principes, qui est la connaissance par excellence, la connaissance métaphysique au vrai sens du mot, est universelle, comme les principes eux-mêmes. Et il nous dit aussi d'ailleurs, la connaissance seule permet de sortir de ce monde et des limitations qui lui sont inhérentes. La tradition est donc ce qui permet la véritable libération. C'est donc le noyau dur qu'on retrouve dans diverses religions, n'ayant pourtant en apparence parfois rien de commun. Cette tradition ne peut être comprise et atteinte que par l'intuition intellectuelle, dont M. Guénon dit que elle n'a absolument rien de commun avec cette autre intuition dont parlent certains philosophes contemporains. Celle-ci est de l'ordre sensible. Elle est proprement infrarationnelle, tandis que l'autre, qui est l'intelligence pure, est au contraire suprarationnelle. Mais les modernes, qui ne connaissent rien de supérieur à la raison, dans l'ordre de l'intelligence, ne conçoivent même pas ce que peut être cette intuition intellectuelle, alors que les doctrines de l'Antiquité et du Moyen-Âge reconnaissaient son existence et sa suprématie sur toutes les autres facultés. Le postulat dans l'occultisme et dans les sciences sacrées est que nous possédons, on va dire, un soi inférieur, dont le siège est notre mental. Et nous possédons un soi supérieur, qu'on peut appeler l'âme ou l'observateur immobile. Ce soi supérieur est le siège de ce que nous sommes vraiment et possède cette intelligence pure. Et ce qui caractérise le profane, c'est-à-dire nous tous en fait, c'est qu'il s'identifie uniquement au soi inférieur, emporté et aveuglé par tout ce qui traverse son mental. Pour expliquer un peu ce que je veux dire par là, vous remarquez que quand vos pensées vous absorbent, vous en oubliez votre corps physique, comme si c'était un simple vêtement.
Mais si quelqu'un vous frappe, votre conscience aura vite fait de s'amalgamer aux sensations du corps, et plus vous aurez mal, plus vous vous identifierez au corps. Et bien de la même manière que vous pouvez vous identifier fallacieusement au corps s'il prend le dessus, de la même manière, si le mental est calmé, stabilisé et purifié de toutes les impressions qui l'animent, c'est-à-dire les pensées, souvenirs, perceptions sensorielles, etc., eh bien la conscience s'en détache pour en revenir à son véritable centre, qui est le soi supérieur. Évidemment, ça se fait pas comme ça peut être le travail de toute une vie, et c'est tout l'intérêt de la méditation et du yoga. Je vous laisse un livre en description pour étudier tout ça en plus en détail. See, when we say mind, the English word mind is only generally referring to only the thought process. Thought process is the most surface element of your mind. What can you think? Only the data that you have collected, you're recycling it. It's of no great consequence. What you're thinking and feeling right now is very surface of mind. There are deeper dimensions of the mind. In Sanskrit language, there are many words to describe the different states of mind. There is one aspect of the mind which we refer to as chitta. Chitta is the innermost core of the mind, which is your connection with what we are referring to as consciousness. If your chitta acquires a certain level of conscious control, if you acquire, now you have access to your consciousness. What we are referring to as consciousness is that dimension which is neither physical, nor is it electrical, nor is it electromagnetic. It is a quantum leap from physical to non-physical dimension. A non-physical dimension being the lap of the existence. Bon, maintenant que les termes de tradition et d'intuition intellectuelle ont été discutés, je passe au postulat de départ du livre, qui est que nous sommes, selon l'auteur, dans une période particulière nommée l'âge sombre, ou Kali Yuga. Entre parenthèses, ça veut dire l'âge de Kali, qui est la déesse du temps dans l'hindouisme, et par extension déesse de la mort, ou destruction-création. Donc je vais vous parler un peu de cette histoire des grands âges de l'humanité pour mieux comprendre l'angle de vue traditionnaliste utilisé ici, et qui nous amènera enfin au sujet de la crise de la modernité. La crise moderne que nous allons définir est directement liée par l'auteur au phénomène des yugas, ou des grands âges, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui sont au nombre de 4 pour former un cycle complet, qu'on appelle parfois la grande année. Cette grande année consiste en fait en la révolution de notre système solaire autour d'une autre étoile. Bon, même si c'est le postulat de base, je pense pas qu'il soit indispensable pour justifier la pertinence du reste du livre, mais on va voir ça quand même. Je pense que pour mieux comprendre ce phénomène, déjà, il est utile de connaître quelques axiomes de la doctrine hermétique. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça aide à voir les choses plus clairement. La doctrine hermétique est cette doctrine ancienne dont l'aphorisme le plus célèbre nous dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'il existe des correspondances entre tous les ordres de réalité, à partir des plans métaphysiques jusqu'au plan physique, où les mêmes schémas se répètent et s'emboîtent un peu à la manière de poupée russe. C'est ce qui a été établi donc comme la loi de la correspondance. Pour avoir un exemple en tête, rappelez-vous ce qui avait été dit sur la loi de la gravité dans la vidéo sur Plus malin que le diable. On la connaît tous comme un phénomène physique, mais les environnements sociaux fonctionnent aussi comme des centres de gravité en quelque sorte, qui seraient d'ordre psychique. Ensuite, il y a la loi de la polarité qui est utile à connaître, qui dicte que chaque chose possède un contraire, c'est-à-dire qu'elle est en fait composée de 2 pôles. L'existence d'une chose implique l'existence d'une autre, qui est son pôle opposé. Vous ne pouvez pas définir la beauté si la laideur n'existe pas. Ils sont en fait une seule et même chose, mais à des degrés différents. Enfin, je vais citer la loi du rythme, qu'on pourrait aussi appeler l'oscillation. On se la représente plus facilement en visualisant un pendule, c'est-à-dire qu'un mouvement dans un sens fait naître fatalement un mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une action implique une réaction de force égale qui équilibre le tout. Et aussi que dans l'univers, rien n'est statique, sinon tout serait mort. Il y a toujours un rythme. Comment ces lois peuvent-elles nous aider à comprendre cette histoire de cycle ? Ces grands âges sont en fait comme un rythme similaire à tant d'autres que nous connaissons dans notre vie. Enfance, maturation, âge mûr, vieillesse, ou encore dans l'année de nos régions tempérées avec printemps, été, automne, hiver. Ou encore si on le simplifie, on peut le comparer aux oscillations inspiration-expiration, vie et mort, jour et nuit. Bref, il y a le commencement, avec déploiement d'énergie qui atteindra un seuil maximal avant de dégénérer et s'épuiser. Mais dans cette destruction apparente se forment les éléments permettant le renouveau d'un autre cycle, et le mouvement contraire s'amorce. Cette grande année, on peut la diviser en 2 parties, positives et négatives, qu'on peut appeler les phases descendantes du cycle, et s'il y a une phase descendante, elle est suivie évidemment de la phase ascendante. On peut aussi les appeler phase d'involution et phase d'évolution. Monsieur Guénon nous dit que ces 2 phases correspondent à l'éloignement du principe,
puis le retour au principe. Ils sont les deux phases complémentaires d'une manifestation. Cette grande année, en 4 étapes, est plus connue dans la doctrine hindoue, mais était également connue en Occident. Elle semble influer sur la conscience humaine en partant de l'esprit pur jusqu'à l'obscurcissement maximal dans la matérialité. Ainsi, comme le dit M. Guénon, les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues de plus en plus cachées et difficiles à atteindre. À ce stade d'éloignement maximal de l'esprit pur, l'humanité est comme devenue myope aux réalités des plans subtils et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est l'âge sombre, ou Kali Yuga. D'après l'auteur, cet âge sombre, ou âge de fer, dans lequel nous sommes encore en 1946, date de publication, a commencé il y a plus de 6000 ans. Encore une fois, comme tout ça n'est pas très précis, je me suis dit que je vous donnerais plus d'infos à ce sujet en me basant sur un excellent petit livre qui s'appelle La science sacrée du Swami Sri Yukteswar. Car ce livre ne donne pas exactement les mêmes chiffres, et il explique mieux le phénomène. Ce sont bien sûr les étoiles, l'horloge des horloges, qui nous servent ici de mesure. De la même manière que nous tournons autour du Soleil, le Soleil tourne aussi autour d'une autre étoile, et complète cette orbite en quelques 24 000 ans. D'après le livre, notre Soleil, du fait de son orbite, va successivement s'éloigner et se rapprocher d'un grand centre qui est responsable de la régulation de nos qualités mentales. Lorsqu'il en est le plus éloigné, nous ne comprenons plus grand-chose à part les effets les plus éloignés de la création, c'est-à-dire la matière, la forme physique des choses, qui n'en est que la manifestation la plus dense et la plus inférieure. Inversement, au point le plus proche du centre, nous comprenons la véritable source de toute chose. Les différents niveaux de causalité qui sont au-delà du monde sensible et des formes sont compris. Ce cycle donc est divisé en phases ascendantes et descendantes de 12 000 ans chacune, en parts égales, elles-mêmes divisées en 4 périodes qui, elles, sont inégales, les yugas. Je vous passe les détails, mais en se basant sur la position des équinoxes dans les constellations, on détermine que la phase descendante a débuté en 11 501 avant Jésus-Christ, quand l'équinoxe d'automne entrait dans le bélier, et cette phase a atteint sa fin quand l'équinoxe entrait dans la balance autour de 499 après Jésus-Christ. Cette période était donc le paroxysme de l'âge sombre, son milieu, puisque l'âge sombre est en fait coupé à parts égales entre les deux phases, descendante et ascendante. Cet âge donc sombre se serait terminé vers 1600, ce qui marque les débuts de notre époque moderne, avec ses découvertes scientifiques et son rationalisme. Sachant qu'il existe une période de transition entre chaque âge, l'âge suivant, l'âge des reins, ou Dwapara Yuga, bien qu'entamé, a véritablement commencé vers 1899. Ce qui signifie qu'on commence tout juste à remonter la pente. Et on remarque que notre compréhension du monde physique s'est grandement approfondie, en commençant par la compréhension des phénomènes plus subtils comme l'électricité ou le magnétisme. Je sais qu'on peut trouver sur internet des chiffres délirants, notamment le Kali Yuga de 432 000 années, au secours, mais le Swami le réfute dans son livre comme étant une erreur reprise par des astrologues hindous à une époque où ces données étaient mal comprises et les mesures mal traduites. Bref, René Guénon, pour sa part, voit encore dans le XXe siècle les signes d'un âge sombre encore en cours. Allez savoir qui a raison, je pense que c'est pas tellement important pour la suite du livre. De ces 4 âges, c'est donc l'âge sombre qui nous concerne. Il faut rappeler que selon l'auteur, les 2 phases du cycle, qu'on pourrait appeler positives ou négatives, sont toujours en oscillation, et nous ne sommes jamais absolument dans le positif et absolument dans le négatif, même s'il y a une tendance générale qui penche plus vers l'un que vers l'autre à tel moment. L'auteur nous dit, je le cite, « On peut en effet, à l'intérieur de chacune des grandes périodes dont nous avons parlé, distinguer encore différentes phases secondaires, qui en constituent autant de subdivisions, et chaque partie étant en quelque façon analogue au tout, ces divisions reproduisent pour ainsi dire, sur une échelle plus réduite, la marche générale du grand cycle dans lequel elles s'intègrent. » Mais comment est-ce que cet âge se traduit historiquement ? L'auteur commence par remarquer une scission entre ce que les modernes appellent la période historique, avec des chronologies précises, et commençant l'Antiquité classique, dans laquelle on peut commencer à avoir des éléments en devenir de l'ère moderne, et tout ce qui s'est passé antérieurement qui est considéré comme légendaire, comme trop vague et approximatif. Pour lui, un changement global semble s'être produit autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, point de départ des civilisations qu'on dit classiques. Point de départ aussi de ce qu'on appelle la philosophie, et marque la première étape du rationalisme à venir. La philosophie, qui à la base ne signifiait simplement que l'amour de la sagesse, n'était qu'un moyen transitoire pour y accéder. Celui qui poursuit la sagesse a vocation à s'unir avec à un moment donné, pas à rester attaché indéfiniment à sa poursuite. Mais le grand renversement de la pensée occidentale s'est effectué quand la philosophie n'était plus un moyen, mais une finalité en soi, une discipline arrêtée sur elle-même, qui marqua le début du règne de la raison humaine en tant que plafond indépassable. Au moment où germait la graine du rationalisme, les anciennes doctrines sacrées dégénérèrent, car on comprenait de moins en moins leur essence, pour n'en retenir que ce qu'elles avaient de plus extérieur, n'en laissant enfin que des caricatures.
Après la parenthèse du Moyen-Âge, qui est pour l'auteur un rebond qualitatif à l'intérieur d'une longue période de déclin, et dont l'esprit du christianisme est absolument indissociable, le début du XIVe siècle poursuit la décadence de l'Occident et marque le début de la crise moderne en question dans le livre. C'est là que la chrétienté se désagrège petit à petit, le régime féodal laisse place à la notion de nationalité, et la Renaissance et la Réforme seront les deux principaux marqueurs de la rupture d'avec l'esprit traditionnel. Il ne reste alors que la philosophie et les sciences profanes, Bacon étant passé par là avec l'idée d'observer le monde de la manière la plus objective possible, sans préconception, et le monde est maintenant étudié de façon empirique et analytique, sans jamais rien rattacher à des principes supérieurs, permettant de donner un sens et une hiérarchie à l'accumulation des faits et des hypothèses. C'est ce qui a permis la révolution scientifique, et depuis nous connaissons un développement technologique insatiable et inarrêtable, très illustratif de la trajectoire prise par l'esprit humain, dominé uniquement par son mental. Si notre époque donne parfois, voire souvent, l'impression de produire abondamment l'idiotie, la nullité et la vulgarité, il faut dire qu'il était impossible à toutes ces choses de se manifester pleinement tant que la véritable intellectualité n'avait pas d'abord dégringolé, au point où ces choses soient envisagées, puis permises, et qu'on en vienne même à trouver désirable ce qui était source d'aversion par le passé, même le passé proche. La civilisation moderne est celle qui produit tout ce qui avait été pendant longtemps rejeté, mais qui restait à l'état potentiel, dormant. Si on suit la logique de la grande année, c'est seulement lorsque s'est éteinte la lumière de la spiritualité primordiale, à l'hiver donc de cette grande année, que l'homme n'est plus capable que de ce qu'il a de plus médiocre en lui. Maintenant, avec toutes ces bases théoriques, on va rentrer dans le cœur du sujet et identifier les éléments qui définissent le mieux cet âge sombre. Les différentes caractéristiques énoncées dans le livre sont en fait différentes conséquences d'une même cause. Tout part de la négation des principes supérieurs, d'une connaissance principielle suprahumaine, qui est une rupture avec la transcendance. Petit rappel de définition, selon Wikipédia, la transcendance est ce qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible. Il en résulte un nivellement de la conscience vers le bas, qui la rend aveugle aux vraies causes des choses et sa véritable origine. La dichotomie de base dans la pensée de M. Guénon, c'est la tradition face à la modernité, qui est la négation de celle-ci, car la modernité est en fait une antitradition, son ombre. La modernité est le fruit qui est tombé de l'arbre et se met à pourrir. Il ne faut pas se tromper quand on entend ici le mot modernité, comme si c'était un appel à revenir dans le passé, à l'opposé du temps présent. En soi, la signification de moderne, c'est simplement ce qui est actuel. Il y a 500 ans, les gens se pensaient aussi modernes. Il faut distinguer d'avec le concept de modernité, qui est celui de la mentalité antitraditionnelle dans la pensée de l'auteur. La page 71 résume parfaitement les conséquences de cette négation, qui sont discutées dans le reste du livre et que nous allons explorer. Je vous la lis. C'est bien là le caractère le plus visible de l'époque moderne. Besoin d'agitation incessante, de changements continuels, de vitesse sans cesse croissante comme celle avec laquelle se déroulent les événements eux-mêmes. C'est la dispersion dans la multiplicité, et dans une multiplicité qui n'est plus unifiée par la conscience d'aucun principe supérieur. C'est dans la vie courante, comme dans les conceptions scientifiques, l'analyse poussée à l'extrême, le morcellement indéfini, une véritable désagrégation de l'activité humaine dans tous les ordres où elle peut encore s'exercer, et de là l'inaptitude à la synthèse, l'impossibilité de toute concentration. Ce sont les conséquences naturelles et inévitables d'une matérialisation de plus en plus accentuée, car la matière est essentiellement multiplicité et division. Et c'est pourquoi tout ce qui en procède ne peut engendrer que des luttes et des conflits de toutes sortes, entre les peuples comme entre les individus. Plus on s'enfonce dans la matière, plus les éléments de division et d'opposition s'accentuent et s'amplifient. Inversement, plus on s'élève vers la spiritualité pure, plus on s'approche de l'unité. Maintenant voyons enfin en détail les différentes expressions caractérisant l'esprit moderne. L'époque moderne se caractérise par une conception du monde purement quantitative, car matière et quantité sont indissociables. Elle passe tout au scalpel de l'analyse plutôt qu'au ciment de la synthèse. Le paradigme quantitatif de notre époque est représenté incontestablement par le règne de l'argent et de la marchandise. Tout doit être marchandable et chiffrable. L'expérience humaine se cybernétise et réduite à des calculs. D'ailleurs, le remplacement interminable des emplois humains par des machines et robots montre d'une certaine manière le désintérêt total pour ce qui constitue la dimension qualitative de l'être humain et l'enjeu de sa vie intérieure. Hello, my friend. I am the end-of-life care robot. I am sorry that your family and friends are not able to be here with you. But don't worry, you are not alone. Si une vie humaine n'est plus rentable, elle est alors simplement obsolète. Une image, ou plutôt une forme qui illustre à mon avis parfaitement la chose, si on se permet de faire un petit peu de symbolisme, est le cercle. Donc imaginez un cercle, la circonférence du cercle ne peut se concevoir que relativement à son centre,
Pas de centre, pas de cercle. Et plus on s'éloigne du centre, plus la circonférence augmente. Alors que le centre reste immobile et qu'il n'est pas mesurable, car ce n'est qu'un point. C'est l'unité. Plus on s'éloigne de l'unité, de ce point, plus ce qui procédait du centre se multiplie et se définit par sa quantité, se mesure. Cette figure géométrique peut aussi symboliser ce qui distingue l'éternité, l'inquantifiable, qui nous échappe, et l'espace-temps, le quantifiable, qui est notre niveau de réalité. L'état de la modernité est de nier ce centre, et donc de ne plus reconnaître pour existant que la circonférence, alors que son existence n'a pourtant aucun sens sans un centre. Vous pouvez au passage visualiser la tradition, le vecteur de transcendance, comme étant représenté par les rayons de ce cercle. Bref, bon, mes arguments ici s'éloignent un peu de ceux du livre en fait, mais si je parle d'abord de la quantité, c'est parce que dans son autre livre, qui fait suite à celui-ci, intitulé Le règne de la quantité et les signes des temps, René Guénon nous dit que la première dualité, qui est au principe même de l'existence, est celle qu'on peut appeler l'essence et la substance, qu'on peut mettre en parallèle avec la qualité et la quantité si on simplifie les choses. Je ne vais pas parler plus longtemps de cet aspect-là. Si vous voulez creuser la question, les premiers chapitres du livre mentionné sont accessibles sur Amazon, gratuitement. Ensuite, on a l'individualisme. L'individualisme est ici la négation de tout principe supérieur à l'individualité, la réduction de la civilisation à ses seuls éléments humains, que l'auteur qualifie en de nombreuses occasions comme étant le point de vue profane, et qu'on peut décrire comme l'homme devenant la mesure de lui-même. Je dirais de manière plus imagée que c'est ce qui arrive à une société qui, en niant la transcendance, perd le sens du cosmos, comme les vagues produites par un océan, et qui, gonflées d'orgueil, s'imaginent d'un coup être des entités uniques et indépendantes, prenant cet océan pour un étranger. Cet individualisme est aussi la négation de l'intuition intellectuelle, puisqu'elle dépasse l'individu, et les connaissances qui en dépendent sont par là même niées elles aussi. M. Guénon fait remarquer que les réflexions et thèses des philosophes modernes ne pourraient en rien s'approcher de la vraie métaphysique, car leurs conceptions sont individuelles, et ils basent toutes leurs pensées sur le raisonnement. De là, plus que de répondre à des questions, ils ne font surtout que répondre à des problèmes par d'autres problèmes. Je cite l'auteur qui pince ces philosophes modernes en disant « Mieux vaut pour la renommée d'un philosophe inventer une erreur nouvelle que de redire une vérité déjà exprimée par d'autres. Chacun veut produire son propre système, briller plus par l'originalité que par la justesse, certainement motivé par une peur constante et inconsciente de la mort, et qui pousse à exister par tous les moyens. Car l'aveuglement de la vague, qui s'est crue étrangère à l'océan, se paye par cette peur-là. » Ce que l'auteur dit sur ce besoin d'originalité, si un homme revendique la propriété d'une idée, il s'enlève par là même tout crédit et toute autorité, car il la réduit ainsi à n'être qu'une sorte de fantaisie sans aucune portée réelle. Si une idée est vraie, elle appartient également à tous ceux qui sont capables de la comprendre. Si elle est fausse, il n'y a pas à se faire gloire de l'avoir inventée. Une idée vraie ne peut être nouvelle, car la vérité n'est pas un produit de l'esprit humain, elle existe indépendamment de nous. C'est typiquement là un raisonnement que l'individualiste refusera. Mais je pense que ce qui résonnera le plus avec l'expérience de chacun est résumé dans ces lignes. Dans le domaine des opinions individuelles, on peut toujours discuter, parce qu'on ne dépasse pas l'ordre rationnel, et parce que, ne faisant appel à aucun principe supérieur, on arrive facilement à trouver des arguments, plus ou moins valables, pour soutenir le pour et le contre. Bien loin d'éclaircir les questions comme on le suppose d'ordinaire, la discussion, le plus souvent, ne fait guère que les déplacer, sinon les obscurcir davantage. Et le résultat le plus habituel est que chacun, en s'efforçant de convaincre son adversaire, s'attache plus que jamais à sa propre opinion. En tout cela, il ne s'agit pas d'arriver à la connaissance de la vérité, mais d'avoir raison malgré tout, ou tout au moins de s'en persuader soi-même, si l'on ne peut en persuader les autres. La dynamique de décomposition, actée par l'individualisme, est couronnée par le pragmatisme et le relativisme. C'est le moment où l'on substitue l'utilité à la vérité. Pour le dire autrement, comme la vérité absolue est indépendante de l'être humain, l'individualiste préférera abandonner sa recherche en estimant qu'elle n'existe pas, et se satisfera de créer sa propre vérité personnelle relative. Un passage du livre illustre bien le phénomène. L'homme moderne, au lieu de chercher à s'élever à la vérité, prétend la faire descendre à son niveau. Dans cette condition, l'esprit ne travaille plus qu'aux satisfactions les plus immédiates, sans se soucier de rectitude, de vérité ou d'éthique, qui sont de plus en plus éclipsées. Et ainsi, il ne faut pas s'étonner s'il règne dans le climat social une licence et une iniquité toujours plus audacieuses. Enfin, on arrive à la clé de voûte de la modernité, le matérialisme. Le matérialisme apparaît comme une autre de ces productions découlant naturellement de l'esprit moderne, enfermé dans le mental égotique et le monde sensible. On peut entendre le mot matérialisme comme signifiant ne reconnaître la réalité que dans le monde sensible, que ce soit le visible ou l'invisible,
du plus petit au plus grand, bref dans la matière, et que rien n'existe que ce qui procède de cette matière, même la conscience. C'est une conception de la réalité qui s'oppose à celle de l'idéalisme, qui est l'idée que la véritable nature de notre réalité réside d'abord dans la dimension de l'esprit, ou des idées, ou des archétypes, et que le monde sensible trouve sa racine dans cette dimension. M. Guénon veut cependant utiliser ce terme de façon encore plus large, pour désigner l'état d'esprit qui donne la prépondérance aux choses matérielles et en fait sa principale préoccupation. En effet, le temps des antiques écoles à mystère est révolu, et l'institution de l'école, qui était vouée pendant encore un temps à cultiver l'esprit, a été troquée pour des fabriques à travailleurs, qui n'ont pas à s'occuper d'histoire ou de littérature, et encore moins de chercher à comprendre la nature de la pensée, de la conscience, et autres sujets essentiels. Quant à l'énergie dépensée autrefois à construire des temples ou des cathédrales, elle n'est plus orientée que dans la construction de tours de béton pour parquer des humains, et de tours de verre pour servir le capital. Ça fait un sacré changement de préoccupation. Je vous passe les raisonnements qui ont suivi sur le pragmatisme, l'utilitarisme, parmi les conséquences de la vision du monde matérialiste, pour revenir à un argument fondamental. Si on considère l'évolution comme l'esprit ou l'être, ramenant la matière à soi, et l'involution, le contraire donc, comme la matière absorbant l'esprit, quel est donc l'inverse de la transcendance, qui crée l'homme divin, si ce n'est ce qui apparaît aujourd'hui comme le projet transhumaniste, qui veut créer l'homme-objet. Je vais citer les extraits qui m'ont amené à ce commentaire. L'industrie n'est plus seulement une application de la science, elle en devient la raison d'être et la justification. En voulant dominer la matière et la ployer à son usage, les hommes n'ont réussi qu'à s'en faire les esclaves. Non seulement ils ont borné leurs ambitions à inventer et à construire des machines, mais ils ont fini par devenir véritablement machines eux-mêmes. Pour les techniciens et les ouvriers, tout travail intelligent est rendu impossible. Il parlait ici de la spécialisation et de la division du travail. Bien différents des artisans d'autrefois, ils ne sont plus que les serviteurs des machines. Ils font pour ainsi dire corps avec elles. Que dire, M. Guénon, du chemin parcouru depuis et qui nous amène au transhumanisme? La métamorphose en humanité robotisée est déjà amorcée. J'en profite, tant qu'on est sur ce sujet, je fais une petite parenthèse, pour recommander aux anglophones, qui ont du courage et du temps libre, les écrits, très difficiles car vraiment volumineux et assez bordéliques, de Luis Sancho, sur le blog evolutionaryeconomics.com, que je mettrai en description. Il utilise une approche assez atypique pour déterminer l'évolution historique du genre humain et son rapport avec l'évolution historique des machines. Bref, je reviens au livre. Mais finalement, ne sommes-nous pas plus heureux dans cette débauche de progrès technique et de biens matériels? On peut se permettre d'en douter. L'auteur dit à ce propos, « Plus l'homme a de besoin, plus il risque de manquer de quelque chose et d'être malheureux. La civilisation moderne vise à multiplier les besoins artificiels et elle créera toujours plus de besoins qu'elle n'en pourra satisfaire. Les hommes ne pouvaient éprouver aucune souffrance d'être privés de choses qui n'existaient pas et auxquelles ils n'avaient jamais songé. Maintenant, au contraire, ils souffrent forcément si ces choses leur font défaut, puisqu'ils se sont habitués à les regarder comme nécessaires. On doit admettre qu'il marque un point quand on voit la détresse qui peut saisir la génération des millénials, sitôt qu'on leur enlève leurs smartphones et leurs réseaux sociaux, qui sont évidemment conçus pour être addictifs. C'est un précepte bien connu que placer entièrement notre recherche de satisfaction dans des quêtes et des objets extérieurs est un gouffre sans fond. Plus on cherche à le combler, plus il se creuse et nous domine. C'est le mal inévitable d'un esprit qui s'est totalement détourné de son être intérieur. Le livre dresse un panorama des malfonctions résultant de cette civilisation que j'ai assemblé un peu en vrac à titre d'illustration de ce qui a été énoncé jusqu'ici. L'auteur nous parle entre autres des sciences profanes pour les comparer aux sciences sacrées, du chaos social et de ce qu'il appelle l'envahissement occidental. Je vais la résumer d'emblée en disant que cette civilisation est en conflit par nature avec celle dont elle ne reconnaît pas les principes. Une société antitraditionnelle est forcément en désaccord avec une société conservant un fond traditionnel. Elle va donc naturellement chercher à les concurrencer, les conquérir ou les subvertir à son image, souvent en prétendant que c'est un bienfait. Commençons par les sciences. La science est considérée de manière radicalement différente entre le point de vue traditionnel, car du point de vue traditionnel, elle est nécessairement subordonnée et secondaire à la métaphysique. Chaque science prend place et sens dans un ensemble ayant une racine unique. Là je cite, « Les voies possibles pour atteindre la connaissance peuvent être extrêmement différentes au plus bas degré. Elles vont ensuite en s'unifiant de plus en plus à mesure qu'on parvient à des stades plus élevés. Du point de vue moderne, au contraire, différentes sciences, toujours plus nombreuses du fait de la tendance à la dispersion analytique de l'esprit moderne, sont considérées indépendamment, sans vision globale, unificatrice et ordonnée.
Prenons par exemple la physique. Là je cite, le terme de physique, dans son acception première et étymologique, ne signifie pas autre chose que la science de la nature, sans aucune restriction. S'il existe des sciences plus particulières se rapportant au même ordre, elles ne sont alors que des spécifications de la physique, pour tel ou tel domaine. Il y a donc quelque chose de significatif dans la déviation que les modernes ont fait subir à ce mot de physique, en l'employant pour désigner une science particulière parmi d'autres sciences, qui toutes sont également des sciences de la nature. Je poursuis sur ce passage qui, à mon avis, dit l'essentiel à ce sujet. Ce fait se rattache à la fragmentation que nous avons déjà signalée comme un des caractères de la science moderne, à cette spécialisation engendrée par l'esprit d'analyse, et poussée au point de rendre véritablement inconcevable, pour ceux qui en subissent l'influence, une science portant sur la nature considérée dans son ensemble. M. Guénon remarque que les sciences prépondérantes à notre époque, et qui absorbent abusivement toute l'activité humaine, sont les sciences expérimentales, car elles correspondent à cette monomanie du monde sensible. Alors que le but le plus élevé de la science devrait être la connaissance, la conception moderne dirige plutôt son intérêt sur ses applications industrielles, puisque c'est le seul idéal qui lui reste en fait. Bien que les sciences modernes aient pris le relais des anciennes sciences sacrées, elles n'en ont gardé que le point de vue matérialiste correspondant à la direction prise par la conscience humaine. C'est le point de vue de l'auteur que les sciences modernes sont bâties sur les débris des sciences traditionnelles, ou plutôt sont des déchets comme il le dit à un moment. Les exemples de l'astrologie et de l'alchimie sont utilisés parmi d'autres. Pour ce qui est de l'alchimie, son véritable objet était bien éloigné d'opérations chimiques miraculeuses et participait plutôt à une science de la transformation intérieure, sorte de version occidentale du yoga. On ne peut pourtant pas reprocher aux écrivains de cet art d'avoir mis en garde leurs lecteurs qu'il fallait les lire en allant au-delà des apparences. Mais quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Il faut dire que ce genre de livre n'a visiblement jamais été écrit dans le but d'être lu et compris par des non-initiés. Donc il fallait s'attendre à l'arrivée des souffleurs, les faux alchimistes, qui étaient soit des charlatans, soit des purs chimistes, et parfois un peu des deux. De l'astrologie, dont on a conservé uniquement l'aspect sensible donnant l'astronomie, M. Guénon remarque qu'on ne sait plus aujourd'hui ce que pouvait être l'ancienne astrologie, et que ces reconstitutions ne sont que des contrefaçons, copiant l'esprit de la science expérimentale, ou qu'on ne cherche à en faire qu'un art divinatoire, qui n'est qu'une déviation peu digne de considération de cette science. On pourrait dire que c'est le même tarif pour le tarot. Parmi les autres exemples de connaissances dont la profondeur fut nivelée au niveau du profane, l'auteur prend également en exemple les mathématiques, qu'il a étudiées lui-même, et la psychologie, mais je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. On pourrait aussi parler de la conception moderne de la santé qui se passionne plus pour inventer de nouveaux antibiotiques que pour reconnaître que l'apparition d'une maladie est déjà l'aveu d'une défaillance de nos modes de vie. Au lieu de se targuer d'être en parfaite santé, on attend que le mal se présente pour se targuer de savoir comment l'éliminer. Mais bon, je m'égare encore dans des opinions personnelles. L'idée n'est pas de délégitimer, je pense, les sciences modernes, et je rappelle que le livre date du siècle dernier, il faut le mettre dans le contexte, mais plutôt de s'inquiéter de ce qu'en fait le profane, qu'il n'intègre à aucune autre forme de connaissance. Car cette science pourrait bien être ce qui détruira ce monde moderne lui-même. On remarque que même si on met à part sa capacité de destruction toujours croissante, même les inventions avantageuses qu'elle permet, et qui ne sont pas destinées à causer des dommages, se révèlent souvent plus tard être source de nouveaux troubles sanitaires, sociaux ou environnementaux, car on passe notre temps à créer des choses dans une vision à court terme et dont les résultats sont très mal anticipés. Je conclus cette partie par une citation que j'ai lue dans un livre, que je mettrai aussi en description, sur les Yoga Sutras de Patanjali, et qui pourrait résumer cette section. Nulle science n'a de valeur si elle ne poursuit pas le salut de l'homme. Pour ce qui est du chaos social, l'auteur discute d'abord du non-sens qu'est l'égalitarisme et qui n'a pu exister selon lui que parce que le système des castes, au sens bien sûr traditionnel du terme, qui consistait à reconnaître les forces et spécificités de chacun pour déterminer leurs fonctions et rang dans la société, est d'abord tombé dans l'incompréhension pour enfin être abandonné. C'est toujours le même schéma qui se répète. Cette incompréhension des différentes natures des individus a laissé place à l'idée, devenue dogme, de l'égalitarisme où tout le monde est considéré comme pouvant s'adapter à un modèle unique, par exemple avec un système éducatif unique, aux méthodes uniques. Il appelle ce genre de dogme, comme l'égalité ou le progrès, des suggestions, car ce sont, je cite, des pseudo-idées, destinées principalement à provoquer des réactions sentimentales, ce qui est le moyen le plus efficace et le plus aisé pour agir sur les masses. Effectivement, ce genre de dogmes, on remarque qu'ils sont acceptés aveuglément, sans même passer par le questionnement. Si ces suggestions sont si facilement acceptées, c'est que selon M. Guénon, elles ne peuvent l'être que quand leur récepteur est déjà préparé à les recevoir. Il leur est possible d'exister et se greffer dans l'esprit des gens quand l'esprit moderne y est déjà bien installé.
Comme évidemment sur Informatio, on est très attentif quand ça parle de contrôle des esprits, j'ai pas pu m'empêcher d'ignorer ces passages du livre. Écoutez bien la suite. L'auteur nous dit « Le mot a d'ailleurs plus d'importance que la notion qu'il est censé représenter. Et la plupart des idoles modernes ne sont véritablement que des mots. Car il se produit ici ce singulier phénomène, connu sous le nom de verbalisme, où la sonorité des mots suffit à donner l'illusion de la pensée. L'influence que les orateurs exercent sur les foules est particulièrement caractéristique sous ce rapport. Il s'agit bien là d'un procédé de suggestion tout à fait comparable à ceux des hypnotiseurs. En effet, tant de mots sont répétés inlassablement dans les médias, de manière à ce que l'esprit ne les associe plus à des signifiants neutres, mais plutôt à des injonctions ou des conclusions indiscutables, et qui coupent court à tout raisonnement. Un véritable piratage du langage. C'est une façon de domestiquer l'esprit en essayant de le toucher le plus près possible à la racine. De ce pouvoir des suggestions émerge l'idée de la démocratie. On est de plus en plus nombreux à reconnaître que de nos jours, il n'y a en réalité aucune forme démocratique de gouvernement en application. D'abord parce qu'on ne réclame l'avis du peuple sur rien, si ce n'est qu'il lui donnera des ordres pendant 5 ans, et parce que les volontés du gouvernement prévalent toujours sur celles du peuple, alors qu'elles sont bien souvent contraires aux leurs. Mais M. Guénon nous fait ici une démonstration que l'idée même de démocratie est une impasse. La voici. L'argument le plus décisif contre la démocratie, nous dit-il, se résume en quelques mots. Le supérieur ne peut émaner de l'inférieur, parce que le plus ne peut pas sortir du moins. Il fait d'ailleurs remarquer que l'idéologie matérialiste est dans la même impasse. Je continue. Le peuple ne peut conférer un pouvoir qu'il ne possède pas lui-même. Le pouvoir véritable ne peut venir que d'en haut. Si l'on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple par lui-même, c'est là une véritable impossibilité. Il est contradictoire d'admettre que les mêmes hommes puissent être à la fois gouvernants et gouvernés. Il ajoute plus tard « La grande habileté des dirigeants dans le monde moderne est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. C'est pour créer cette illusion qu'on a inventé le suffrage universel. C'est l'opinion de la majorité qui est supposée faire la loi. » Ce qui implique au passage, selon lui, l'exclusion de la véritable compétence, puisque la compétence est toujours une supériorité développée par une minorité seulement. La compétence ne séduira jamais le plus grand nombre, puisqu'elle implique un effort, surtout quand d'autres se proposent de faire le travail de réflexion à votre place. On sait tous que le talent coûte plus cher que la nullité. Sans oublier, comme il le rappelle, le phénomène de nivellement par le bas de la psychologie collective, ou psychologie des foules comme l'a étudié Gustave Le Bon. Rien n'indique que l'opinion du plus grand nombre soit un critère de qualité. Ouvrez la page des tendances de YouTube pour vous en convaincre immédiatement. Encore moins pour délibérer sur des sujets exigeant une compétence particulière comme la politique. Pour enfoncer le clou, l'auteur poursuit. Ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que l'opinion est quelque chose que l'on peut très facilement diriger et modifier. On peut toujours, à l'aide de suggestions appropriées, y provoquer des courants allant dans tel ou tel sens déterminé. Et je rappelle qu'il dit ça à une époque où la télévision n'était pas encore dans tous les foyers. Pour terminer sur cette destruction en règle de l'idéal démocratique, je cite « La masse a toujours été menée d'une façon ou d'une autre, et l'on pourrait dire que son rôle historique consiste surtout à se laisser mener, parce qu'elle ne représente qu'un élément passif. On fait croire à cette masse qu'elle n'est pas menée, qu'elle agit spontanément, qu'elle se gouverne elle-même, et le fait qu'elle le croit permet d'entrevoir jusqu'où peut aller son inintelligence. Ces arguments peuvent être frustrants car on a tous envie de croire que le changement peut se produire d'en bas, puisque c'est bien là que nous nous trouvons. Mais nous devons bien admettre que, même alors que nous nous trouvons à l'ère de l'Internet et que l'information n'a jamais été aussi accessible et débridée, le système connaît suffisamment sa science pour continuer à façonner les esprits à coups de matraquage médiatique, d'idéologies distribuées par des hashtags sur Twitter, ou d'opérations de choc psychologique de masse à travers des drames scénarisés à l'avance. Remarquez que la notion de loi par le plus grand nombre du suffrage universel rejoint la règle de la quantité, et traduit ainsi une jonction entre l'idéologie dite démocratique et le matérialisme. Bon, maintenant tout cela étant dit, voyons ce que le livre propose comme solution. René Guénon ne voit donc aucun renversement possible sans une réhabilitation de la tradition. Pour cela, il lui faut une élite qui en possède la connaissance, et cette connaissance étant actuellement en décomposition en Occident, il estime que le support de l'Orient, où celle-ci se trouve encore vivante, sera nécessaire. Enfin, selon lui, la seule organisation en Occident en mesure de servir de base à la restauration de l'esprit traditionnel est l'Église catholique, dans laquelle il reste un dépôt de tradition, mais seulement à un niveau latent, car il considère que sa véritable doctrine s'est progressivement perdue et a besoin d'être rétablie. Commençons par ça. M. Guénon est critique dans son observation de la religion à son époque. Je le cite, « On peut se croire sincèrement religieux et ne l'être nullement au fond. On peut même se dire traditionnaliste sans avoir la moindre notion du véritable esprit traditionnel.
Et c'est là encore un des symptômes du désordre mental de notre époque. Il voit en fait des chrétiens pour qui la religion n'est plus qu'une affaire de pratique, de routine, auxquels ils ne cherchent pas à comprendre grand-chose car ils ont abandonné la compréhension de la véritable doctrine pour se contenter de moralisme. Doctrine qui n'a fait qu'être rabaissée à force de faire des concessions à la critique des profanes, qui ne sont pourtant en aucune mesure aptes à la comprendre et à en discuter. Il voit donc une religion amoindrie, vidée de son intellectualité, et critique le formalisme de la lettre qui étouffe la vraie spiritualité. René Guénon n'ignorait évidemment pas les mouvements occultistes et spiritualistes qui fleurissaient à l'époque, mais refuse de les considérer comme des alternatives valables. Il nous met en garde contre les tentatives de pseudo-traditionnalisme, il les appelle comme ça, portées notamment par les théosophes, dont il considère l'ésotérisme prétendu de frauduleux. Il a écrit des livres à ce sujet. Je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas en débattre. Le résultat du match, on le connaît. Sa proposition n'a pas convaincu les catholiques. Aucun de ses espoirs ne s'est réalisé, mais son école de pensée s'est perpétuée chez les auteurs d'hypérinéalistes. Et puis bon, c'est jamais de quoi l'avenir est fait. Maintenant, voyons ce qu'il dit en ce qui concerne cette tradition vivante de l'Orient. Si on se borne à un certain point de vue, plus attaché aux apparences extérieures, on peut se demander en quoi les doctrines qui nous viennent de régions si étrangères peuvent avoir quoi que ce soit à voir avec les nôtres. Mais si on se place du point de vue guénonien, qui invoque l'unicité fondamentale de la tradition, le raisonnement est le suivant. Je le cite. Le véritable esprit traditionnel, de quelque forme qu'il se revête, est partout et toujours le même au fond. Les formes diverses, qui sont spécialement adaptées à telle ou telle condition mentale, à telle ou telle circonstance de temps et de lieu, ne sont que des expressions d'une seule et même vérité. C'est cette vérité qui nous intéresse en définitive, et pas sa forme. Donc cette vérité, il faut la retrouver là où elle est encore vivante. Selon l'auteur, on peut encore la trouver en Orient, qui est d'ailleurs un terme assez vague, mais j'imagine qu'il fait référence aux doctrines de l'Inde et aux soufis. Et son opinion est la suivante. Ce n'est certes pas une science toute livresque qui peut suffire à redresser la mentalité d'une race et d'une époque. Pour restaurer la tradition perdue, pour la revivifier véritablement, il faut le contact de l'esprit traditionnel vivant. Et ce n'est qu'en Orient que cet esprit est encore pleinement vivant. Peut-être un peu moins aujourd'hui du fait de ce qu'il appelait donc l'envahissement occidental. Voici comment il traduit dans les faits cette opération, je le cite, où l'Occident trouvera en lui-même les moyens de constituer son élite, où certains éléments occidentaux accompliront ce travail de restauration à l'aide d'une certaine connaissance des doctrines orientales, connaissance cependant qui ne pourra être absolument immédiate pour eux, puisqu'ils doivent demeurer occidentaux, mais qui pourra être obtenue par une sorte d'influence au second degré, s'exerçant à travers des intermédiaires. Je passe enfin à cette histoire d'élite, puisque c'est l'élément central de la solution proposée. René Guénon dit souvent que le moins ne peut donner le plus, et il est cohérent pour lui de chercher une restauration dans la tradition par le haut et non par le bas, c'est-à-dire par le biais d'une élite au vrai sens du terme. Je cite, « toutes les distinctions sociales extérieures étant sans aucune importance », comme il le rappelle. En effet, on ne peut demander aux aveugles de guider les aveugles. La seule porte de sortie du désordre ne passe pour lui que par la restauration de l'intellectualité. L'élite doit donc posséder la si précieuse connaissance des principes, sans quoi toute tentative de redressement serait une impasse. En gros, il faut des initiés. M. Guénon fait remarquer que les gens de bonne volonté réagissant contre l'esprit moderne ne pourront pas en sortir tant qu'ils joueront selon ses règles, c'est-à-dire en adoptant le point de vue profane. Il dit ainsi « C'est là encore une illusion contre laquelle certains ont à se défendre, car il est trop de gens qui, ignorant ce qu'est l'intellectualité pure, s'imaginent qu'une connaissance simplement philosophique, qui même dans le cas le plus favorable est à peine une ombre de la véritable connaissance, est capable de remédier à tout et d'opérer le redressement de la mentalité contemporaine. Comme il en est aussi qui croit trouver dans la science moderne un moyen de s'élever à des vérités supérieures, alors que cette science n'est fondée précisément que sur la négation de ces vérités. C'est ainsi que beaucoup de ceux qui voudraient sincèrement réagir contre l'esprit moderne sont réduits à l'impuissance. En effet, c'est une situation typique que beaucoup se plaignent et réagissent, mais s'agitent inutilement car ils ne parviennent pas à remettre en cause la véritable source de leur malheur. Plutôt que de s'inviter sur ces terrains, l'auteur nous dit « L'élite véritable, au contraire, n'aurait pas à intervenir directement dans ces domaines, ni à se mêler à l'action extérieure. Elle dirigerait tout par une influence insaisissable au vulgaire. Si l'on songe à la puissance des suggestions dont nous parlions plus haut, et qui pourtant ne supposent aucune intellectualité véritable, au sens où il l'entend, on peut soupçonner ce que serait la puissance d'une influence comme celle-là. En fait, c'est le principe que l'action juste suit la pensée juste, et c'est donc cette dernière dont il faut prendre soin. Comme il le dit encore, tout doit commencer par la connaissance, et ce qui semble être le plus éloigné de l'ordre pratique se trouve être pourtant le plus efficace dans cet ordre même. Car c'est ce sans quoi il est impossible de rien accomplir qui soit réellement valable,
qui soit autre chose qu'une agitation vaine et superficielle. C'est pourquoi si tous les hommes comprenaient vraiment ce qu'est le monde moderne, celui-ci cesserait aussitôt d'exister. On constate cependant tristement que si cette élite souhaitée par M. Guénon est inexistante, comme il le reconnaît lui-même, on peut voir, et avec toujours plus d'aisance, l'influence d'une autre élite occulte d'imposteurs qui guide de fait la société selon leur volonté. Ce qui prouve bien qu'il existera toujours une élite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, car la nature a horreur du vide, et la place doit être prise. Selon la loi de la polarité, quand il y a absence de quelque chose, c'est nécessairement son contraire qui prend place. Il n'y a pas d'alternative entre le bien et le mal, ou le vrai et le faux. Tout cela étant dit, l'auteur lui-même se demande si la reconstitution de cette élite est bien possible. Si elle ne l'est pas, cela signifie deux choses. D'abord que le passage d'un cycle à un autre se produira dans les pires conditions possibles. Ensuite que si personne ne se charge de conserver la tradition en Occident, cette civilisation n'aura d'autre avenir que de disparaître. Voilà, ce compte-rendu est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à rédiger et organiser ce compte-rendu pour essayer de faire honneur à ce livre et de donner un aperçu de cette école de pensée qui me plaît beaucoup. N'oubliez pas que regarder une de mes vidéos, c'est pas comparable avec avoir lu le livre. Rien ne vaut d'aller directement à la source. Et si vous voulez approfondir la pensée de René Guénon, vous pouvez poursuivre avec le livre qui s'appelle Le règne de la quantité et les signes des temps, qui a été écrit justement pour faire suite à celui dont je viens de parler. Je vous préviens que le reste de ces ouvrages s'adresse plus aux férus d'ésotérisme et s'attaque à des sujets bien plus précis. Donc voilà, pouce bleu, partage, etc. si ça vous a plu. Bonne lecture. Et puis mettez la cloche pour être sûr d'être prévenu quand une autre vidéo arrive. Donc voilà, à la prochaine.